Je suis très heureux d'être là parmi vous. Donc, ils ont marché sur la Lune. Alors qui Neil Armstrong, évidemment, Buzz Aldrin, vous le savez. Bon, ici, il y a sans doute un public de passionnés qui connaît forcément le nom du troisième homme qui a marché sur la Lune, mais quand je pose cette question au public, en général, il y a un calme plat qui s'instaure, et ce que je vais vous raconter, justement, c'est l'histoire, évidemment, de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin qui ont marché 2 petites heures sur la Lune, mais aussi des 10 autres humains qui les ont suivis sur notre satellite naturel. Alors pourquoi ai-je fait d'abord ce livre dont j'ai donné le titre de ma conférence, c'est le même que le livre en fait. Pourquoi avoir fait un livre alors que ça fait 50 ans que tout a été dit? C'est ce que je croyais. Et finalement, je me suis rendu compte il y a 3 ans, en faisant une petite conférence sur la mission Apollo 14, que les gens ne connaissaient pas ce qui s'était passé sur la Lune. Bien sûr, tout le monde connaît le contexte, je ne reviendrai pas dessus au cours de cette conférence, tout le monde connaît le contexte géopolitique, la course entre les États-Unis et la Russie pour être les premiers sur la Lune. Il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup de livres qui ont été écrits, beaucoup en anglais, pas beaucoup en français finalement. Mais finalement, je n'ai pas trouvé beaucoup de livres qui racontaient ce qui s'est passé sur la Lune. Alors c'est ce que je vous propose d'effleurer au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Et pour moi, ce qui m'a intéressé évidemment, c'est l'aventure humaine. Bien sûr, les gens qui sont allés sur la Lune, ils sont allés pour faire de la science, de la géologie, notamment, puisqu'ils exploraient un corps dont vous voyez qu'il n'est pas pauvre en rochers. Mais pour arriver à cette fin, ils se sont retrouvés quand même dans une situation compliquée, puisque la Lune est un astre parfaitement hostile, il n'y a pas d'air, c'est compliqué avec l'insolation, donc il faut un scaphandre, donc on est limité avec les réserves d'oxygène, donc on a très peu de temps, donc on doit faire en gros ce qu'on peut. Et donc quand on doit faire ce qu'on peut, ça donne lieu quand même parfois à des choses qui sont un peu improvisées. Bref, c'est de l'aventure, c'est de l'exploration, et c'est ce qui m'a intéressé dans cette aventure du programme Apollo. Pour moi, je commence l'acte d'exploration, je le commence en décembre 1968 avec la mission Apollo 8. Vous voyez ces 3 astronautes, je vais essayer de le dire dans l'ordre, là c'est de gauche à droite, c'est Lovell, Anders et Borman. Borman avec la chemise jaune qui était le commandant. Ces 3-là sont envoyés le 21 décembre 1968 au sommet de cette fusée que vous voyez là, qui est la fusée Saturne V, qui est une fusée qui n'a pas été égalée dans l'histoire, puisqu'elle mesure 111 mètres, 110, entre 110 et 110 mètres et demi de haut. Donc, elle pèse 3000 tonnes, dont à peu près 3000 tonnes de carburant. Il y a quelques centaines de tonnes qui sont de la ferraille et des vaisseaux spatiaux où vont habiter les astronautes pendant leur séjour vers la Lune. Mais en gros, c'est une grosse bombe remplie de carburant pour propulser tous ces 3 hommes autour de la Lune. Alors leur première mission consistait, à l'époque, il n'y avait pas de module lunaire qui était prêt, il n'était pas prêt à la NASA. Et donc on les a simplement envoyés faire le tour de la Lune, toujours pour le même objectif, devancer les Russes. Mais ce faisant, ils ont réalisé finalement un petit rêve pour pas mal de gens, qui était celui de voir ça, c'est-à-dire la face cachée de la Lune. C'est ce qu'a raconté Jules Verne un siècle plus tôt dans son roman De la Terre à la Lune, et puis dans la suite qui s'appelait Autour de la Lune. Alors ils sont les premiers à voir ça, de près. Bien sûr, il y avait des sondes spatiales qui avaient déjà photographié la face cachée de la Lune, mais à l'époque c'était quand même assez sommaire. Il y avait les positions de certains cratères étaient quand même connues à 200 voire 300 km près, ce qui n'est pas terrible en termes de cartographie. Aujourd'hui on connaît ça par cœur. Donc ils sont les premiers humains à voir cette surface cratérisée de la face cachée de la Lune à 100 km de distance. Alors évidemment, la première chose qu'on leur demande quand ils ont fini de faire le tour de la Lune, puisque quand ils sont de l'autre côté de la Lune, eh bien, les communications radio sont coupées, il n'y a pas de satellite relais, et donc on doit attendre qu'ils réapparaissent pour pouvoir communiquer avec eux. Et quand le Capcom, c'est-à-dire l'astronaute qui est à Houston, chargé de communiquer avec l'équipage, retrouve la communication, la première chose qu'il leur demande, c'est « alors, c'était comment ?» Et là, il faut dire que les 3 hommes n'ont pas été très forts, ils ne nous ont pas très bien vendu la Lune, ils nous ont dit c'est du plâtre, c'est blanc, c'est gris, c'est des trous dans des trous. J'ai eu la chance de discuter assez longuement avec Bill Anders
de cette expédition. Il m'a dit, vous savez, ça ressemble à Verdun, c'est un champ de bataille, c'est des trous dans des trous, c'est pas très intéressant, c'est ennuyeux la Lune. Donc, c'est pas terrible pour les premiers explorateurs à se trouver face à un autre monde que le nôtre. Mais finalement, ils vont être surpris par une chose, et c'est là où je voulais en venir avec le côté exploration, c'est qu'ils sont allés sur la Lune, et deux d'entre eux me diront, pratiquement dans les mêmes termes, vous l'avez peut-être lu dans d'autres livres, me diront, on est parti explorer la Lune, et ce qu'on a découvert, c'est la Terre. Au bout de la 4e orbite, leur vaisseau est orienté de telle manière qu'en émergeant de la face cachée, pour la première fois, ils voient la Terre se lever, alors elle se lève parce que c'est un effet, c'est leur vaisseau qui bouge en réalité, se lever sur un horizon lunaire. Et Bill Anders prend cette photo, il demande rapidement un film couleur, il en prend une première en noir et blanc, la deuxième est en couleur, c'est Jim Lovell qui lui passe un film couleur. Il prend cette photo, rien n'était prévu bizarrement, ni à la NASA, ni dans la tête des astronautes, pour photographier la Terre depuis la Lune. Vous savez, c'était des photos argentiques à l'époque, et les réglages étaient faits pour photographier la surface de la Lune en fonction de l'angle par rapport au Soleil, donc il y avait un temps d'exposition qui était calculé. Mais photographier la Terre, qui est quand même un astre très brillant, beaucoup plus brillant que la Lune, personne n'avait prévu dans les tablettes. Et donc quand Anders voit ça, il est émerveillé. Il calcule un temps de pause, il fait une cote mal taillée, et il essaie de se débrouiller comme il peut, et il prend ce cliché qui est, ma foi, très réussi. Et ce qui marque dans ce cliché, eh c'est évidemment la Terre perdue dans le noir absolu de l'espace, avec au premier plan la Lune. Cette Lune qu'on vient de nous décrire comme ennuyeuse, elle n'est pas seulement ennuyeuse, elle est parfaitement hostile. Vous voyez, c'est des trous dans des trous. Et ces trous, c'est des impacts de météorites de toute taille, de tous âges. Ça dure depuis 4,5 milliards d'années. Donc on a en premier plan un astre très, très dur, très hostile, qui reflète finalement ce qu'est l'hospitalité des planètes dans le système solaire jusqu'à aujourd'hui. Donc pas terrible. Et puis la Terre, qui est colorée, qui est brillante, qui est vivante et qui est toute petite, toute seule, au milieu du noir, lui aussi plutôt froid ou chaud, selon qu'on se trouve au soleil ou à l'ombre de l'espace. Donc explorer, c'est partir voir d'autres mondes, mais c'est aussi revenir vers le nôtre et changer le regard qu'on a sur ce monde. Et c'est étonnant parce que cette photo qui date du 24 décembre 1968, c'est une sorte de cadeau de Noël, eh bien, elle a traversé la fin du XXe siècle comme une image assez iconique qui montre finalement nous tous ceux qui étaient vivants à cette époque, sur la photo, sauf 3 hommes, ceux qui sont partis explorer. Et elle montre ce que Neil Armstrong avait pressenti 1 mois avant de partir. J'ai retrouvé ça il n'y a pas très longtemps. Le magazine Life, un magazine américain à l'époque, lui demande « Qu'est-ce que signifie pour vous le fait d'aller sur la Lune ?» Alors on pouvait s'attendre à ce que Neil Armstrong raconte que c'était un accomplissement personnel extraordinaire, une performance de pilote, ce qui était le cas pour la plupart des astronautes. Neil Armstrong, en substance, il écrit son texte pour qu'il soit publié 1 mois avant le 21 juillet 1969. Il écrit, quand vous êtes autour de la Lune, lui il n'y avait pas encore été, mais d'autres y avaient été à sa place, quand vous êtes autour de la Lune, depuis là-bas, quand vous regardez la Terre, il y a quelque chose qui est pratiquement imperceptible, qui est très fin, qu'on ne voit quasiment pas, c'est l'atmosphère, l'épaisseur de l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est tout ce qui nous maintient en vie, et cette atmosphère, elle a des capacités qui ne sont pas infinies, et nous devons en prendre soin. Nous devons en prendre soin, et nous devons faire attention à notre maison. C'est étonnant parce que à la fois cette photo et ce petit texte d'Armstrong dès 1969 résument les décennies qui vont suivre. C'est-à-dire qu'aller vers la Lune, c'est aussi regarder la Terre. Alors, on n'est pas là pour ça, on est là quand même pour revenir sur la Lune. Et donc, Apollo 11, bon, j'ai titré sans grande inspiration que c'était le premier pas, mais vous allez voir, vous avez 2 images ici. À l'époque, il faut se rappeler que les moyens audiovisuels étaient quand même pas extraordinaires. Il y avait, si, quelque chose d'extraordinaire sur l'image de gauche, c'était une caméra de télévision, noir et blanc, dont la définition avait été dégradée pour qu'il y ait assez de bande passante par l'antenne du module lunaire pour pouvoir envoyer les images, qui filmait à une fréquence simplement de 10 images par seconde au lieu de 24 images par seconde. C'est pour ça qu'il y a une espèce de persistance sur les images animées que vous verrez tout à l'heure.
Donc ça fait un peu une scène fantomatique quand on voit les astronautes passer. Tout ça dans un souci de pouvoir faire passer l'image par les moyens de transmission du module lunaire qui était occupé par ailleurs par la voix des astronautes et d'autres données du vaisseau. Donc là, c'est le moment où Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. L'image de droite, c'est une image un peu plus jolie, elle est en couleur, et elle est prise depuis le hublot d'Aldrin, qui se trouve à droite sur le LEM, et c'est une caméra 16 mm, donc c'était du film qu'il fallait tourner, exposer, et puis qu'on allait voir au retour après avoir développé le film. Donc les seules images que les gens avaient, c'était celle-là, et ça, il a fallu attendre. Alors vous voyez là, sur la photo, cette image fixe, Armstrong est en train de récolter les premiers échantillons. Alors, on va revivre j'ai remis, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, mais on a remis à côté en synchronisé à droite l'image de la caméra 16 mm. Au début l'image était à l'envers, voilà, c'est rétabli, et on voit Neil Armstrong qui descend. Alors pour cette première mission, je vous ai parlé d'exploration tout à l'heure. Pour Apollo 11, la NASA n'avait pas du tout, mais alors pas du tout en tête, l'idée d'explorer la Lune. L'idée c'était de se poser, bon c'était réussi, et l'idée c'était de montrer qu'on pouvait marcher sur la Lune, qu'on pouvait travailler sur la Lune, et bon, comme on était quand même dans l'inconnu, bien que quelques sondes, des sondes de surveilleurs s'étaient posées quelques années auparavant sur la Lune, on ignorait tout, et la NASA a adopté vraiment une attitude très prudente pour cette sortie sur la Lune. Par exemple, les astronautes ont dans leur réserve, dans leur sac à dos, environ 4 heures d'oxygène, et on va limiter la sortie à 2 heures. Là, vous voyez qu'Armstrong est descendu sur le patin, il est remonté. Pourquoi? Parce que la première des choses qu'on lui demande avant de marcher sur la Lune, c'est de voir s'il est capable de remonter à l'échelle. Parce que s'il y a un problème, eh bien, il faut le résoudre tout de suite. Et donc, voilà, il a pu remonter au premier échelon, qui était d'ailleurs assez haut, 80 cm de haut. Tout ça parce que Armstrong s'est posé de manière très douce. C'est le plus doux atterrissage des missions Apollo. Et donc, il y a une structure comprimable dans les pieds qui ne s'est pas comprimée. Donc, la dernière marche est assez haute. Donc, il faut sauter. Là, il est pas encore sur la Lune. Il décrit ce qu'il voit. Il décrit que le sol de la Lune, que personne n'a jamais vu, est creux. Et il est encore attaché avec une espèce de câble. C'est pas un câble pour faire du rappel, mais on l'a utilisé comme ça. Vous voyez, toujours une attitude très prudente, on est dans l'inconnu. Et donc, au cas où il perdrait l'équilibre, on suppose qu'Aldrin pourrait tirer sur ce câble et l'aider à se relever. Vous voyez qu'on ne sait pas grand-chose de la Lune. On le voit un peu sur l'image de droite, le câble qui est accroché à Armstrong. Bon, là, il va poser le pied. Voilà, il dit qu'il va poser le pied sur la Lune. C'est le cas, et vous voyez que malheureusement, on ne voit pas son pied sur la Lune, ni avec la GT. Bon, ça c'est la phrase historique. C'est dommage, la caméra 16 mm aurait peut-être pu filmer à peu de choses près son pied. Donc il est le seul à avoir vu son premier pied gauche sur la Lune et son empreinte sur la Lune. Les photos que vous avez pu voir, de belles empreintes sur la Lune au cours d'Apollo 11, nous à Aldrin qui photographiera son pied et ses empreintes un peu plus tard. Je parlerai des exploits, on va dire, photographiques d'Aldrin un peu plus tard. Donc là, Armstrong décrit ce qu'il ressent. Et vous voyez qu'il a mis le pied sur la Lune, mais il tient toujours l'échelle avec sa main. Et c'est pas comme dans Tintin où on descend de l'échelle et puis il s'élance vers les espaces infinis. Pour l'instant, il piétine et il décrit ce qu'il voit. Donc, Apollo 11, c'est vraiment une mission où on fait très attention à tout. On essaie de prendre aucun risque. Vous voyez au passage sur l'image à droite, je ne sais pas si vous pouvez le voir là maintenant, mais normalement les astronautes ont une visière dorée pour éviter les rayons du soleil. Là, Armstrong l'a relevé, donc c'est sur ces quelques images qu'on voit son visage. Alors, pour raconter juste les premiers moments passés sur la Lune comme ça,
toujours le manque de confiance de la NASA. Je disais, s'il y a un problème, il faut pouvoir repartir vite. Et si on veut repartir vite, la première des choses qu'il faut connaître, ce sont des roches lunaires. Il faut ramener quand même quelque chose. Donc, dans l'ordre des priorités, Neil Armstrong doit faire en premier une première collecte de roches lunaires. N'importe où, n'importe quelle roche. Mais là, vous voyez qu'il manipule quelque chose. En fait, le câble qui le retient, ça défait. En fait, on appelle ça la corde à linge. C'est lui qui avait appelé ça comme ça parce que ça lui faisait penser aux cordes à linge de Brooklyn où les gens étendaient leur linge. Il y a une petite poulie à l'intérieur. Ça va servir de mini téléphérique pour descendre du matériel, comme par exemple l'appareil photo, et remonter d'autres matériels, comme par exemple les sacs contenant les roches lunaires. Donc c'était conçu comme ça. Là, il est en train de manipuler cette corde à linge. Et la première chose qu'il va récupérer, c'est l'appareil photo. Alors, une fois qu'il va avoir l'appareil photo, il va décider de prendre des photos plutôt que de ramasser. Alors, c'est un peu plus tard. Plutôt que de ramasser ses premiers échantillons, il décide de faire les photos. Alors, on lui aura demandé plus tard pourquoi il a inversé l'ordre. Il estimait qu'aller chercher des échantillons, c'était prendre un risque, s'éloigner de quelques pas. Vous voyez qu'il n'a toujours pas marché sur la Lune, il est toujours à côté de l'échelle. Alors que prendre des photos, il avait l'appareil en main, il pouvait faire ça rapidement et ça lui permettait de rationaliser, de gagner du temps. Ceci dit, à Houston, on n'arrête pas, ça dure quelques minutes. On n'arrête pas de le relancer en lui disant pense aux échantillons. On est un peu stressé avec ça, mais Armstrong, lui, il est c'est le commandant, il a toute l'attitude pour décider ce qui est le mieux pour la mission. Donc il décide de faire ça. Et là, on voit, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas un film hollywoodien, hein. Il n'y a pas beaucoup d'action. C'est un peu ennuyeux, comme diraient les astronautes d'Apollo 8. On voit un astronaute fixe comme ça. Vous allez voir la première photo que Neil Armstrong va prendre sur la Lune. Ce n'est pas une photo artistique, encore une fois. Là aussi, la NASA n'avait pas donné de consignes aux astronautes pour prendre des photos souvenirs ou des photos de touristes. Les photos qu'ils devaient prendre, c'était des photos pour les ingénieurs. Ils devaient montrer les pieds du LEM. Et voilà la première photo. En première photo, on voit un pied du LEM, on voit le paysage et on voit un sac blanc. Le sac blanc, c'est le premier objet que les humains ont déposé sur la Lune. Et c'est un sac poubelle. Parce que dans l'espace, tout poids inutile est automatiquement éjecté et donc ça a encombré à l'intérieur. Et avant de sortir, quand la porte a été ouverte, ils ont balancé leur sac poubelle. Donc c'est le premier. Ça marque peut-être que ça raconte quelque chose quand même. Voilà, le premier cadeau à notre monde, c'est un sac poubelle. Je vous raconte pas ce que ça contenait. Donc vous voyez que là, Armstrong fait des photos, mais ce sont des photos techniques. Il fait un panorama, il va prendre 9 photos de la gauche vers la droite, pratiquement sur 180 degrés. Là, on se demande ce qu'il fiche à ce moment-là. Il ne se passe pas grand-chose, mais il fait son panorama pour renseigner le site d'atterrissage. Évidemment, ces photos, encore une fois, c'est de l'argentique, il n'y a pas de Wi-Fi, tout ça, ça n'existe pas. Il faudra attendre que les astronautes reviennent et qu'on développe les films pour voir le paysage sur ces photos qui sont d'ailleurs d'excellente qualité. Donc voilà les premiers pas d'un homme sur la Lune. Vous voyez, le panorama s'arrête de nouveau sur un autre pied du LEM. Et je ne sais pas si je peux avancer un peu. Et la suite, c'est évidemment collecter les images, collecter les roches. Alors, on ne va pas s'appesantir énormément sur Apollo 11, mais la tâche d'Armstrong consistait à ramasser les roches essentiellement, et dans la division du travail, Aldrin, qu'on voit là, qui est descendu, qui l'a rejoint 20 minutes plus tard, lui, il a une tâche simple, c'est apprendre à marcher. Donc il doit voir comment on se déplace sur la Lune, et une fois que la caméra a été transportée sur un trépied et en plan fixe montre le LEM, et là on voit Armstrong dans l'ombre du LEM, le but d'Aldrin, c'est marqué sur ces checklists, c'est de faire des petits pas comme ça, d'aller et venir devant la caméra pour montrer que oui, on peut bien marcher sur la Lune, on apprend à marcher, c'est le premier pas, je vous l'avais dit. Vous allez voir, là il adopte d'abord un premier pas, c'est très simple, avec un pied devant l'autre. Aldrin aimait bien en plus attirer la lumière, donc
bien passer devant la caméra. Donc là, il dit, ben, c'est très bien, ça marche. Il va faire un aller-retour, il va essayer des changements de direction. Parce que sur la Lune, la gravité est 1/6 environ de celle de la Terre. Donc les gens se demandaient quand même si, avec le sac à dos, qui est quand même assez lourd, la masse reste, mais ça a l'air plus léger comme ça. Si on peut changer de direction facilement, donc c'est ce qu'essaye de faire Aldrin. Et là, vous allez voir un truc un peu plus rigolo. Il va adopter un autre pas. Je ne sais pas où ça leur est venu cette idée. C'est le pas du kangourou, c'est-à-dire des petits bonds, un peu comme les Dupont sur la Lune. Je pense qu'il s'est bien amusé. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de ces premiers pas sur la Lune, ça va renseigner les astronautes des missions suivantes pour savoir comment on peut marcher, courir, sauter sur la Lune. Et certains préféreront avancer avec ce pas de kangourou, parce qu'il faut quand même admettre que ces scaphandres étaient plutôt rigides, les articulations n'étaient pas terribles, et d'autres préféreront avancer un pas après l'autre. Donc voilà, ce qu'Aldrin doit faire, c'est apprendre à marcher, mais il n'a pas que ça à faire, il doit aussi déployer des instruments scientifiques. Au passage, ici, là, cette espèce de masse sombre, c'est une espèce de mât avec une feuille d'aluminium, enfin ça ressemble à une feuille d'aluminium, et ça s'appelle un collecteur de vent solaire. C'est la première expérience scientifique qui a été déposée sur la Lune. Elle n'est pas américaine, elle est suisse, donc elle est européenne. Et les astronautes avaient l'habitude ensuite de plaisanter et d'appeler ça le drapeau suisse. Donc on pourrait presque dire que le drapeau suisse a été planté sur la Lune avant le drapeau américain, qui du reste flotte assez piteusement parce que le montant horizontal n'a pas pu se déployer complètement, donc il est un peu chiffonné, mais bon, enfin on le voit. Et surtout, quand Armstrong et Aldrin ont voulu le planter, passé les 4 ou 5 cm de poussière, qui était très meuble, il y avait un sol très très dur, sans doute aussi dur que cette scène, et donc il n'avait qu'une hantise, c'est que le drapeau tombe devant la caméra, ce qui aurait été quand même du plus mauvais effet. Alors je vous parlais de photos. Celle de gauche, c'est la première photo d'un homme sur la Lune. Il y avait déjà eu des photos d'Aldrin descendant du module lunaire jusqu'au pied, mais techniquement, il était encore sur le patin d'atterrissage du module. Donc la première photo d'un homme sur la Lune, c'est celle-là, c'est au moment justement où Aldrin déploie le collecteur de vent solaire. Ensuite, il y a un autre drapeau à planter, celui-là, c'est le drapeau américain, Aldrin qui salue et Armstrong qui le photographie. Et puis, vous remarquez peut-être que là, pour l'instant, je vous montre que des photos d'Aldrin. En fait, la NASA, sur ce programme qui avait coûté quand même plusieurs dizaines de milliards de dollars, a donné un très bon appareil photo aux astronautes, mais il leur en a donné qu'un seul. Donc il fallait qu'ils se le passent de l'un à l'autre. Ça a été le cas pendant ces 2 heures sur la Lune, mais il y a quand même un raté. C'est que pendant qu'Aldrin avait l'appareil photo, il n'a jamais pensé à photographier Armstrong. Donc, ou alors y a-t-il pensé, mais ne l'a-t-il pas fait? On ne le saura jamais, ou il faudrait lui poser la question. Si j'ai l'occasion de l'interviewer, je le ferai, mais je garderai cette question pour la fin. On ne sait jamais. Il pourrait se vexer. Donc là, c'est quand même un raté assez monumental. Alors, on peut comprendre que les astronautes étaient très occupés. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas une mission d'exploration. Il y avait des activités symboliques. Je vous ai passé les détails, mais sur le pied du LEM, il y avait une plaque commémorative qu'Armstrong a lue à tout le monde. Il y a Nixon qui a téléphoné une fois que le drapeau a été planté. Il fallait planter le drapeau. Donc c'était quand même, il y avait beaucoup de choses qui venaient polluer les activités techniques et éventuellement scientifiques que les astronautes avaient à faire sur la Lune. Donc il était possible que les astronautes ne pensent pas à se photographier mutuellement, mais par contre c'est quand même un dommage qu'à l'époque la NASA n'ait pas pensé, ce que je disais tout à l'heure, à leur demander de faire des photos touristiques, des photos souvenirs d'un événement quand même qui est mondial, dont on fait des livres d'histoire aujourd'hui. Et voilà, alors par chance, Armstrong était plutôt doué quand même dans ses photos. La photo d'Aldrin devant le drapeau, elle est bien symbolique, l'Amérique a gagné la course à la Lune. Et puis toutes les autres photos, celle de droite par exemple, c'est un peu plus tard, vers la fin des 2 heures passées sur la Lune, c'est Aldrin qui est en train de déployer un sismomètre pour voir s'il y a des petits tremblements de Lune ou si on voit des séismes quand des météorites tombent. Ces photos sont assez jolies. Alors, puisque je suis aux instruments scientifiques,
l'instrumentation sur Apollo 11 avait été limitée à ces deux instruments scientifiques. Le premier, c'est le sismomètre, l'autre, c'est, on le voit juste derrière Aldrin, là, ici. C'est une sorte de miroir, ça s'appelle un réflecteur laser. C'est censé réfléchir des rayons laser qui sont envoyés depuis la Terre avec des télescopes. Et quand on envoie le rayon laser et qu'on récupère quelques photons qui reviennent vers la Terre avec un télescope, on mesure le temps aller-retour et on mesure, à la vitesse de la lumière, donc, on mesure très précisément la distance entre la Terre et la Lune au centimètre près. Et c'est en envoyant des impulsions laser comme ça sur ce type de réflecteur, il y en a eu d'autres déposés par d'autres missions Apollo et par des missions automatiques russes, que depuis les années 60, on mesure l'évolution du mouvement de la Lune et c'est comme ça qu'on sait, notamment, que la Lune s'éloigne de 3 à 4 cm par an. Et ce faisant, la durée du jour terrestre se ralentit, mais pas à notre échelle, ça ne se voit guère. Je vous rassure tout de suite, d'ici quelques années, ça fera toujours 24 heures. Voilà la fameuse empreinte de pas. Ça, c'est Aldrin, puisqu'il était chargé de marcher, d'apprendre à marcher et de documenter tout ça. Il a fait des belles photos. Et cette photo d'un astronaute sur la Lune, qui est iconique, qui a fait les couvertures de plein de magazines, eh bien, c'est encore Armstrong qui a décidé, comme ça, de photographier Aldrin. Finalement, Armstrong a eu l'idée de faire ces photos historiques, mais il n'y a pas de photo d'Armstrong, ou si, il y en a une. Et c'est presque par mégarde, c'est celle-ci. Aldrin faisait un panorama, et on voit effectivement Armstrong, qui est de dos et à l'ombre. Donc, il faudra quand même un jour élucider pourquoi Aldrin a refusé de photographier Armstrong, ou pourquoi il n'y a pas pensé. Alors, cette mission dure 2 heures sur la Lune. On est très conservateur, très prudent. Donc, on fait rentrer les 2 hommes à bord avec une marge suffisante, en cas de problème toujours. Mais de problème, il n'y en a pas. Finalement, tout se déroule très bien. Ça marche très bien. Et je vous montre cette photo parce que c'est le site d'atterrissage. C'est une photo qui a été prise par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, qui est toujours en orbite autour de la Lune. Elle doit dater de 2010, quelque chose comme ça, cette photo. Ce qu'on voit, LM, c'est la base du module lunaire, puisque quand les astronautes sont repartis, leur module s'est scindé en deux. Les pattes avec la caisse inférieure qui contenait le moteur de descente et le carburant qui allait avec, restaient sur la Lune et servaient en quelque sorte de plateforme de lancement pour la partie supérieure qui est repartie. Donc il reste la moitié du module lunaire, la moitié la plus imposante, sur la Lune. On la voit très bien sur cette photo à haute résolution. Vous voyez les différents instruments, la caméra de télévision. Vous voyez le LRRR, c'est le réflecteur laser dont je vous parlais tout à l'heure, et le PSEP, c'est l'instrument qui sert à mesurer les séismes. Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est plus sombre. Donc ça, c'est les allées et venues, les sauts de kangourou de Aldrin. Hein, tout ça, là, les astronautes ont pas mal piétiné là-dessus. Vous voyez l'échelle en bas, ça c'est 50 mètres. Donc là, la caméra était à 18 mètres. Vous voyez que les instruments scientifiques sont à 20 mètres à peu près. La NASA avait donné comme consigne aux astronautes de ne guère sortir du champ de la caméra. Mais il y a une petite entorse à ça, c'est cette trace-là. Et ça, c'est au moment où Bruce McCandless, le Capcom, dit « il vous reste 10 minutes avant de rentrer », Armstrong, qui faisait sa collecte de roches, a jugé que il avait suffisamment de variétés de roches, il les avait ramassées pêle-mêle comme ça, il n'avait pas eu le temps de ramasser ça de manière scientifique, avec des photos avant, après, etc. Enfin, toute la méthodologie qu'il aurait fallu. Mais il a quand même fait une belle collecte et il trouvait qu'il avait assez de variétés. Par contre, il se souvenait à avoir survolé ce cratère au moment de se poser. Le LEM était arrivé comme ça, il avait survolé ce cratère-là, il s'était posé à cet endroit. Et il s'est dit, un cratère, c'est un forage naturel. Bon, on le lui avait appris sans doute dans sa formation de géologue, puisque c'est un bolide qui est tombé et qui a creusé un trou, et que éventuellement ce trou peut permettre de voir ce qu'il y a en dessous, éventuellement de mettre à jour des strates, des couches ou des roches différentes, et ça permet de renseigner l'endroit où vous vous trouvez. Donc Armstrong se dit, il reste 10 minutes, j'ai assez de roches, et voilà ce qu'il fait. Vous voyez là au fond, il est en train il a son sac, il a une caméra aussi pour faire des photos 3D.
Aldrin est là, à l'ombre, en train de préparer une autre expérience. Il doit faire un forage ici. Il ne va pas y arriver très bien, d'ailleurs. Du coup, il va pas rentrer en fond. Et là, derrière le... Buzz, this is Houston. You've got about 10 minutes left now. Il s'en va. Prior to Ce qu'on entend, c'est commencing le your... Starcom qui leur dit il vous reste 10 minutes. Donc Armstrong, en catimini, en quelque sorte, s'en va. Je pense que la tension s'est relâchée à ce moment-là. Et lui, il est carrément sorti du champ de la caméra. Et il a fait cette petite excursion de 60 mètres. On sait qu'il a marché à 3,6 km à l'heure. Il a couru. Mais rappelez-vous, il a un scaphandre très rigide. On est sur la Lune. Et puis surtout, à 10 minutes de la fin, Armstrong ne va pas prendre un risque. Il ne va pas prendre le risque d'avoir un accident ou quelque chose. Et donc il arrive près du cratère et il fait ses photos. Alors il ne va pas ramasser de roches, il aurait pu, mais il estimait qu'il n'avait plus le temps. Il fait, bon, ça c'est une des photos du cratère qui va éventuellement renseigner les scientifiques. Et il va se retourner. On voit ces traces, les fameuses traces qu'on voit de l'orbite, hein, ces traces de pas ici. Il se retourne en direction opposée au Soleil et il photographie aussi le site d'atterrissage. Aldrin est quelque part derrière le module lunaire. Et bien ça va lui prendre 3 minutes et 15 secondes. 3 minutes et 15 secondes pendant lesquelles Armstrong disparaît de la caméra de télévision. Nul ne sait où il est. Et c'est quand on développera ces photos, une fois sur Terre, qu'on saura qu'il est allé faire un petit tour pour explorer. Et c'est, à mon avis, le premier vrai acte d'exploration d'astronautes sur la Lune. Il a duré 3 minutes parmi les 2 heures que les 2 hommes ont passées sur la Lune. Alors, tout s'est très bien passé avec Apollo 11. Tout s'est très bien passé et il va falloir quand même apprendre à faire de la science. Donc c'est le rôle du troisième, donc, qui s'appelle Pete Conrad, qu'on voit là en train de descendre, et de son acolyte Alan Bean. Je dis son acolyte parce que ces deux étaient très, très, très amis. Et donc, cette fois, dans le coffre à bagages du LEM, qu'on voit ici, on est à l'arrière du LEM, c'est Alan Bean qui est en train de décharger le coffre à bagages. On n'a pas emporté 2 petits instruments, mais une station scientifique complète avec un générateur, comme voilà, c'est un RTG là, avec du plutonium, c'est une mini-centrale nucléaire en fait. Ici, on a tout un tas d'expérimentations qu'on va relier de manière électrique à ce générateur et qu'on va aller installer à une centaine de mètres ou 150 mètres du LEM qui est là-bas. Vous voyez que déjà on se promène pas mal. Alors, je vous ai parlé rapidement de la caméra de télévision qui était en noir et blanc sur Apollo 11. Des députés américains se sont plaints, donc on a bricolé une caméra en couleur pour Apollo 12. Manque de peau, après quelques minutes de retransmission télévisée, Alan Bean a pointé le soleil. Vous voyez que le soleil est assez bas sur l'horizon. Il a pointé le soleil avec la caméra et ça a grillé le détecteur. Donc c'est devenu une transmission radio. Et aux États-Unis, les chaînes de télé ne font pas de la radio. Donc ils ont tourné carrément le bouton on-off et ils ont passé des séries à la place. Donc voilà comment l'intérêt est très très vite retombé pour l'exploration de la Lune. Alors sur cette mission-là, on sait qu'on peut se poser, on sait qu'on a un peu plus confiance en le matériel. Donc dès la première sortie, on va aller au bout de l'autonomie en oxygène. On va faire une sortie d'environ 3h30, un peu moins de 4 heures, mais on prend plus de marge en tout cas. Et cette première sortie est consacrée au déploiement des instruments scientifiques. Alors, oui, c'est de l'exploration, mais c'est de l'exploration scientifique. Vraiment, ce sera des données qui seront transmises à la Terre directement par la station centrale de cette station scientifique. Au passage, on voit des choses bizarres. Là, on dirait un petit monticule. Ça rappelle un peu Wallace et Gromit, où il y avait des petits pics comme ça. Alors, ce n'est pas du fromage non plus. Et les astronautes appelaient ça des mini-volcans. Évidemment, ce ne sont pas des mini-volcans non plus. C'est vrai que ça ressemble un peu au mont Fuji, mais il n'y a pas un cratère au-dessus. En réalité, on saura, grâce à un prélèvement qui est fait par Pete Conrad, qu'il s'agit en fait de roches qui ont été éjectées par d'autres gros cratères très loin, qui sont venus là, et puis après qui se sont érodés. Ça a fait cette espèce de flanc comme ça. Mais voilà, le début de l'exploration, pendant qu'on installe la station scientifique, ça permet aussi de picorer des choses et de se poser des questions sur des nouvelles choses qu'on voit. Et puis la sortie se termine avec une petite excursion sur un cratère assez ancien où les astronautes ne font que des photos et je crois qu'ils ne récoltent même pas de pierres parce qu'ils n'ont plus de temps. Donc voilà ce qu'on fait au cours d'Apollo 12. Ça, c'est une photo qui est prise à côté du LEM juste avant de rentrer. Le problème d'Apollo 12, c'était de se poser précisément, parce que Apollo 11 s'était posé, oui, mais nul ne savait où.
Il a fallu quand même quelques semaines pour retrouver l'endroit exact où s'était posé Armstrong et Aldrin. Il y avait un problème, l'ordinateur de bord ne gérait pas très bien les différences de masse et les perturbations de l'orbite, donc en fait ils sont retrouvés à 6 km de l'endroit visé. Michael Collins, qui était le troisième en orbite, ne les a jamais vus dans son petit télescope qu'il avait à bord, et pour cause, il ne regardait pas au bon endroit. À Apollo 12, donc, le but de la mission, c'était de se poser à un endroit précis, parce que si on veut explorer un monde, surtout avec des moyens limités, certes ce sont des gros moyens, mais c'est limité, vous avez une autonomie de 4 heures, donc vous allez pouvoir faire quelques centaines de mètres à pied, on verra plus tard en voiture aussi, mais en tout cas, si vous voulez aller voir tel cratère, telle crevasse, telle roche ou telle colline, il vous faut déterminer un endroit précis et vous y poser, parce que si vous posez à des kilomètres de là, tout votre programme d'exploration est fichu en l'air. Donc Apollo 12 avait pour mission essentielle, bien sûr, de continuer à apprendre à explorer, mais pour cela, il fallait se poser précisément. Et pour cela, il y avait une cible sur la Lune, c'était cette sonde-là qu'on voit apparaître un peu dans l'ombre. C'est une sonde automatique qui s'est posée en 1967, 2 ans auparavant, qui s'appelle Surveyor 3. Et cette fois, les problèmes ont été résolus. À la NASA, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et Pete Conrad, quand il a vu dans le hublot, quand il a découvert le paysage vers lequel il se dirigeait, il a su tout de suite qu'il pouvait, s'il le voulait, se poser sur la sonde. Mais comme elle était à l'ombre, ça n'aurait pas été très bien de commencer par un accident. Donc il a contourné ce cratère et il s'est posé là, quelque part de ce côté-là, juste là. Donc l'atterrissage de précision a été réussi avec Apollo 12. Alors, comme je vous dis qu'on a un peu plus de confiance, on reste un peu plus longtemps, on va aller au maximum des réserves d'oxygène et du LEM. Alors je suis désolé, je n'ai pas trouvé de meilleure documentation que ça. C'est la manière dont les astronautes vont dormir à bord, parce qu'ils font une première sortie de 4 heures environ, ils vont dormir, et puis ils vont ressortir le lendemain. Eh bien, on tend des hamacs comme ça, un dans un sens, l'autre dans l'autre, et on passe la nuit comme on peut, parce qu'à l'époque, on commence à avoir confiance, mais quand même, on ne les autorise pas à enlever leur scaphandre, on les autorise à enlever le casque, les gants, mais on a peur que les fermetures éclairs du scaphandre leur intégrité soit mise en cause par la poussière lunaire, dont on sait déjà qu'elle est très abrasive, et donc on les oblige à dormir avec leur scaphandre. Inutile de vous dire qu'ils dorment assez mal. Mais bon, je pense qu'avec l'excitation et l'adrénaline, ils sont fin prêts pour repartir. Et voilà, le lendemain, lors du début de leur excursion. Alors cette fois, c'est une excursion complètement consacrée à de l'exploration. Alors on explore ce qu'on peut. Le site Apollo 12 n'est pas terrible en termes d'intérêt scientifique, mais il y a quand même quelques cratères à voir. Et surtout, on se trouve sur une espèce de ray blanc qui est sur la Lune. Vous connaissez peut-être les cratères Copernic et Tycho sur la Lune, qui sont de gros cratères, qui font de l'ordre de 80 à 90 km de diamètre. Et ces cratères sont assez récents, et on dirait qu'il y a une étoile, quand c'est la pleine Lune, on le voit, une étoile blanche, des branches d'une étoile qui s'échappent du cratère. En fait, ce sont des traces laissées par des roches éjectées lors de l'impact. Et ça s'étend sur des centaines, voire peut-être un peu plus de 1000 km pour Tycho. Et le site d'Apollo 12 est sur un de ces rayons blancs issus du cratère Copernic qui, je crois, se trouve à 200 ou 300 km de là, plus au nord. Et en démarrant leur excursion, un des astronautes soulève de la poussière blanche, l'autre le fait remarquer, et aussitôt, il y a à Houston, dans l'arrière-salle du centre de contrôle des scientifiques, il y en a un qui se lève et qui dit « Ah, c'est ce qu'on est venu chercher ». Et il pensait à ce matériau blanc issu de Copernic. Donc les astronautes s'arrêtent, ils font cette petite tranchée, vous voyez, on voit qu'il y a de la poudre un peu plus blanche ici, hein, en tout cas. Ils en récoltent des échantillons, et quand ils les ramèneront, évidemment, ces échantillons seront analysés et seront datés. Et on les a datés, je crois, à 810 millions d'années. Et en fait, c'est comme ça qu'on a daté le cratère Copernic. Alors vous voyez que c'est assez malin. Il y a peut-être quand même un léger doute, parce que est-ce que c'est forcément du matériau de Copernic? C'est pour ça que ça aurait valu la peine, peut-être, que l'une des missions, par exemple Apollo 20, qui était programmée, se pose dans le cratère Copernic. Mais en tout cas, il faudra se contenter de ça. La datation de Copernic vient de ce petit trou creusé par des astronautes sur la Lune. On s'éloigne un peu du LEM cette fois. Vous voyez là, le LEM mesure 7 mètres de haut. Vous avez de la chance dans la région, à Toulouse, il y en a un qui est grandeur nature, qui est exposé à la Cité de l'Espace maintenant, depuis peu. Je vous invite à aller le voir.
Moi, je me suis retrouvé dans des musées en Angleterre ou aux États-Unis face à cet engin. C'est vrai qu'il est exigu pour les astronautes équipés de leur combinaison, mais quand vous êtes devant, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Il contiendrait dans ce hall, mais quand même, il arriverait peut-être au sommet de l'écran, quelque chose comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Et bien, vous voyez que malgré la platitude du site qui a été choisi, là, on ne voit pas l'étage inférieur, donc il est à peu près... il est enterré par l'horizon local. Ça veut dire qu'il y a des petites ondulations. Ces ondulations, on n'y fait pas trop attention lors d'Apollo 12 parce qu'on voit toujours le LEM, il n'est jamais très loin. Mais ça va être un objet de souci lors de la mission suivante. Les astronautes s'approchent de cratères. Évidemment, ils aimeraient bien aller chercher des roches qui sont à l'intérieur. Avec les ombres, ils trouvent que c'est trop à pic et Pete Conrad dit non, je ne descendrai pas là-dedans, même si avec eux ils avaient pris une corde de 10 mètres, au cas où l'un d'eux serait tombé dans une crevasse, ils auraient pu l'aider comme ça pour remonter. Toujours, la prudence est de mise. Donc ils ne vont pas descendre là, mais on verra plus tard qu'ils auraient pu, parce que leurs suivants, la confiance aidant, se mettront dans des situations beaucoup plus scabreuses, on va dire. Je vous montre cette photo qui n'est pas extraordinaire, loin de là, parce que elle montre quelque chose, c'est que sur ce monde minéral, quand vous êtes dans la situation, quand vous regardez à l'inverse du Soleil, à l'opposé du Soleil, eh c'est tout plat, il n'y a pas de relief, on ne reconnaît rien. Et les deux hommes doivent retrouver des cratères qui leur ont été indiqués par des géologues pour aller chercher des roches. Et Alan Bean, avec qui j'ai discuté, me disait c'est terrible parce que vous avez une carte, mais une fois sur place, ça ne ressemble à rien. Et avec cette lumière derrière vous, vous ne reconnaissez rien. On suppose que le cratère qu'ils cherchent est peut-être là, c'est peut-être ce truc blanc. Et en fait, Pete Conrad a un bon sens de l'orientation et ils vont vraiment arriver aux endroits qui leur ont été assignés. Mais Alan Bean me disait donc, vous savez, il n'y a pas de pancarte avec le nom des cratères et donc on n'était jamais sûr d'être au bon endroit. Donc ça, c'est l'apprentissage de l'exploration de notre monde. On s'éloigne un peu, vous voyez, on fait le tour par le sud, le LEM est assez loin, c'est très beau. Et évidemment, on ramène le trophée, on ne va pas ramener la sonde, on va ramener juste un petit morceau. On fait des photos, et là, les deux astronautes avaient prévu de faire des selfies avec un retardateur, mais manque de peau, ils ne l'ont pas retrouvé au bon moment. Donc ils voulaient faire une surprise où il y aurait eu deux astronautes sur la même photo. Ça n'a pas marché. Vous voyez que le LEM est posé là, à 170 mètres à peu près, donc c'est réussi. Et ce qui est remarquable, j'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps, c'est que cette sonde avait fait des photos d'un paysage, qu'on voit ici. Ça, c'est la mosaïque prise par la sonde, en 1967. Et je me rappelais de l'émission de Carl Sagan à l'époque, dans les années 80, qui a bercé mon enfance. Et Carl Sagan racontait une frustration qu'il avait avec les sondes Viking posées sur Mars. Il y avait notamment l'un des sites Viking où il y avait un gros rocher qu'ils avaient appelé, que les scientifiques avaient appelé Big Joe. Et évidemment, ils avaient envie d'aller le voir de près, le gratter et peut-être en ramener un échantillon, pouvoir se déplacer. Et il y avait une sorte de frustration à découvrir un paysage extraterrestre et à ne pas pouvoir aller dedans. Et bien là, vous voyez que, par exemple, si on prend, j'ai pris au hasard deux rochers comme ça, ces deux cailloux là, un peu gros, là, avec la flèche rouge, et puis un caillou pointu ici, que j'ai pointé avec la flèche jaune. Voilà une photo qui a été prise par les astronautes lorsqu'ils se sont approchés de la sonde. On voit les deux cailloux comme ça, et puis, fait marrant, c'est que le rêve de chercheurs éventuels de l'époque a pu se réaliser, c'est-à-dire que vous avez toujours là les cailloux, et là, vous les avez, mais vus depuis l'intérieur de la scène. Finalement, les astronautes, pour la première et seule fois de l'histoire de l'espace, se sont baladés dans un paysage qui avait été photographié au préalable par une sonde. Alors ils ont ramassé ces échantillons et les ont ramenés sur Terre. Je vous montre ça parce que c'est à la même échelle, à peu près, hein, peut-être, mais c'est à la même échelle. Le parcours fait par les astronautes d'Apollo 11, bon, là, 18 mètres là, et puis 60 mètres parce que Armstrong a fait un peu l'école buissonnière, il est parti tout seul sans le dire. Et là, vous voyez le LEM d'Apollo 12 qui est là, et vous voyez les traces qu'on voit sur cette photo de LRO. Jusqu'ici, là, on est à peu près à plus de 400 mètres du LEM, avec un trek vraiment étonnant.
et une visite à la sonde Surveyor 3 qui se trouve là. Donc vous voyez qu'on a pris confiance. Et en fait, quand on prend confiance, souvent c'est là qu'on a un petit accident, et c'est le cas d'Apollo 14. Alors Apollo 12, c'était en novembre 1969. Entre-temps, vous savez, en 1970, il y a eu Apollo 13 qui a failli coûter la vie à ces astronautes qui n'ont pas pu se poser sur la Lune. Mais l'objectif, c'était cet endroit, ce paysage-là, qui a donc été atteint par Apollo 14 avec Alan Shepard et Edgar Mitchell. Donc c'est en 1971, je crois que c'est en janvier, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est ça, oui. Donc vous voyez que c'est un peu plus vallonné, donc on a confiance en le LEM, on a confiance en les pilotes, et c'est vrai que Shepard est un bon pilote, il va même faire l'atterrissage de précision le plus réussi de toutes les missions Apollo, puisqu'il va se poser à 30 mètres de la croix qui avait été posée sur la carte pour l'endroit idéal où il fallait se poser. Donc c'est le meilleur atterrissage. Donc le schéma est le même, le matériel est le même, l'autonomie du LEM est la même. Donc une première excursion où on voit, vous voyez cette image, elle est extraite de la vidéo, c'était pas terrible, c'était de la couleur, mais c'était surexposé, c'était pas fameux franchement pour suivre l'exploration. Donc là c'est toujours les haltères avec la station scientifique qui est déployée ici. On voit ici une antenne qui va vers la Terre. Il y a des petits explosifs au bout de ce manche qu'on déclenche, et comme ça permet au sismomètre de voir un peu, de sonder l'intérieur de la Lune. Donc première sortie de 4 heures, on installe la station scientifique. Et la deuxième sortie, alors là, ça va pas être la même chose. On va vraiment essayer d'avoir un objectif intéressant. On va faire une randonnée. Le LEM s'est posé ici. Là, c'est la station scientifique. Vous voyez, c'est pas trop éloigné. On est à 200 mètres quand même, à peu près. Et le but, ça va être d'aller ici, voir ce cratère là, qui doit mesurer facilement 300 mètres de diamètre. Et ce cratère là, évidemment, c'est un petit sondage dans ces collines. On ne les voit pas très bien ici, ça a l'air plutôt plat. Et ça va permettre de renseigner sur éventuellement les roches les plus anciennes de la Lune. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à l'époque quand on a envoyé cette mission à cet endroit. Et du LEM à là, il y a environ 1400 mètres. Donc il va falloir faire ça à pied. Vue du sol, ça donne ça. C'est lors de la première sortie. Le cratère est quelque part par là, sur cette colline. Bon, ça n'a pas l'air très méchant. Ça fait quand même 90 mètres de dénivelé, il va falloir monter. Et en termes de couverture média, la télévision elle est posée sur un trépied, la caméra de télévision. Les astronautes l'orientent vers la colline qu'on voit là. Vous voyez le soleil qui est en dehors du champ et qui fait des lentilles comme ça, c'est pas très beau. Et là on voit un astronaute et puis l'autre qui sont en train de partir. Et lors de cette deuxième sortie de 4 heures, donc, une fois que les astronautes ont fait ça, ils s'éloignent, ils sortent dans le soleil levant, pas couchant, et ça va être un plan fixe comme ça pendant des heures. Donc là aussi, plus personne ne va suivre cette exploration. C'est dommage, on ne les suit pas, c'est de la radio. Même punition que pour Apollo 12, au bout de 100 mètres, on s'aperçoit que le LEM a l'air enterré. Alors là, les ondulations sont plus marquées, parfois il disparaît, il y a des ondulations de 2-3 mètres, et inévitablement, on est obligé de consulter la carte. Là, c'est Edgar Mitchell qui est un peu perdu. Alors, il n'est pas perdu au sens où il ne peut pas retrouver son chemin jusqu'au LEM, il n'y a aucun problème avec ça, il suffirait même de suivre les traces qu'ils ont laissées. Il est perdu parce que sur le chemin de ce cratère que je vous ai montré tout à l'heure, les scientifiques ont déterminé des endroits où il faut s'arrêter parce qu'ils ont l'air intéressants pour collecter des roches ou faire des observations. Et à aucun moment, les astronautes n'arrivent à se rendre compte de l'endroit où ils sont exactement. Et en fait, systématiquement, ils auront l'impression d'avoir couvert la distance, mais ils n'auront fait que la moitié. Et donc, ils perdent un temps fou à essayer de se repérer. Tout ça parce que sur la Lune, eh bien, il n'y a pas de repères habituels, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture au loin, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'atmosphère, ça a l'air de rien, mais si vous avez une colline qui est au loin, par exemple, voilà ce cratère avec cette colline là-bas, sur Terre, il va y avoir un effet de brume, elle va être un peu embrumée quand même si le temps est clair. Sur la Lune, elle est claire comme si elle était juste à côté, et donc ça trompe systématiquement les astronautes. Donc ils font leurs mesures, ils disposent d'une espèce de brouette pour transporter leurs outils et les échantillons qu'ils vont ramasser. Là on voit Shepard en train de tirer la brouette face au soleil. Cette photo est elle n'est pas très belle, mais elle montre la difficulté. La montée commence à être un peu raide, les astronautes se fatiguent énormément. Ils ont toujours les premiers scaphandres d'Apollo 11, les scaphandres assez rigides. Leur
pulsations cardiaques montent au-dessus de 140, donc on leur demande de faire des pauses de temps en temps, on se demande s'ils vont y arriver. Et finalement, ils perdent énormément de temps en chemin. Finalement, ils arrivent au sommet de la colline. Vous voyez là, il y a un horizon local, c'est déjà le bord de la colline. Ils sont même en train de redescendre de l'autre côté de la colline. Et frustration extrême, ils voient bien des cailloux qui semblent bien être sortis du gros cratère qu'ils doivent chercher, mais ils ne voient pas le cratère. Et au fond, là-bas, en dehors du champ légèrement, il y a le Lem qui est là à 1,5 km, et on voit la plaine avoisinante. Et pas trace de ce cratère, alors ils perdent énormément de temps à le chercher, ils s'embrouillent un petit peu, ils ne sont pas d'accord, il faut aller à gauche, non tout droit, etc. Et au bout d'un moment, Shepard dit on est obligé de prendre des roches, on considère qu'on est au bord du cratère, parce que sinon on va revenir bredouille, on ne va rien avoir. Alors ils ont vu quand même au loin, je vous repasse là, ils ont vu au loin cette roche qui les a attirés, qui est blanche par rapport aux autres. Donc à Houston, on leur dit ok, allez-y, mais ils ont perdu tellement de temps à l'aller, à chercher les étapes intermédiaires, qu'ils n'ont plus beaucoup de temps s'ils veulent rester dans les marges de sécurité, parce qu'avec l'oxygène, il faut penser à une marge suffisante de sécurité pour pouvoir rentrer au LEM. On ne peut pas rester le temps qu'on veut sur place. Donc on leur dit, ok, prenez 2 minutes, mais allez voir cette roche qu'ils prennent ici, ils en prennent un bout, etc. Très bien. Au passage, c'est juste à côté de cette roche que Shepard va ramasser un gros échantillon de 9 kg, qu'on va appeler la grosse Bertha. Et c'est récemment, vous en avez peut-être entendu parler, dans cette roche qu'on a retrouvé une roche très ancienne de la Lune et probablement un bout de roche qui aurait été éjecté de la Terre. Donc vous voyez, les gars, ils ont fait le trajet pour aller sur la Lune, chercher des roches lunaires. Ils ramassent un conglomérat de roches fondues et dedans, qu'est-ce qu'ils trouvent? Une roche terrestre. C'est le signe que l'impactisme a beaucoup joué entre la Terre et la Lune. Et ils ne cherchent plus leur cratère, ils sont un peu dépités. Edgar Mitchell est énormément frustré. Et la roche blanche, je vous la montre, elle est là. Et le cratère, il est là. Et en fait, il y avait 17 mètres jusqu'au bord du cratère. Alors pourquoi ne le voit-il pas? C'est pas qu'ils ne sont pas doués, c'est que le cratère était de l'autre côté de la colline, et en dévers en quelque sorte. Et vous voyez cet horizon-là masque en fait le cratère qui est juste là. Sur ces roches-là, le cratère, c'est le bord du cratère, cet endroit-là. Donc ils vont avoir l'impression de ne pas avoir réussi leur mission, mais en fait, ils ont pris des roches à l'endroit où il fallait, mais sauf qu'ils n'ont pas eu une belle vue avec éventuellement des strates visibles. Alors on le reprochera beaucoup, je vais passer rapidement, on le reprochera beaucoup à cet équipage de ne pas s'être beaucoup intéressé à la géologie, à la formation géologique. Shepard ne faisait pas mystère que ça ne l'intéressait pas. Ici, c'est les équipages en couleur d'Apollo 16 et en noir et blanc d'Apollo 13 qui étaient les bons élèves, qui allaient sur le terrain et qui apprenaient ce que leur formateur essayait de leur inculquer. Et puis là, j'ai pris cette photo à dessein parce qu'ici, on voit Shepard qui regarde d'un air un peu de travers des roches, sans doute dans une mine, et son coéquipier Edgar Mitchell, les mains dans les poches, qui n'a pas l'air très concerné avec ce qui se passe. Donc ça a joué vraiment pas en faveur de cet équipage-là. Il n'empêche qu'en écrivant mon bouquin, je me suis documenté là-dessus, j'ai regardé. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très assidus à leur formation géologique, mais c'est vrai aussi que sur la Lune, ils ont sans doute fait du mieux qu'ils ont pu, et je doute que l'équipage d'Apollo 13, par exemple, qui est juste derrière en noir et blanc, aurait fait mieux. Shepard et Mitchell ont eu à cœur vraiment de matcher avec les objectifs scientifiques. Et la faute doit être sans doute partagée aussi avec les scientifiques qui étaient à Houston, qui n'ont pas eu la présence d'esprit à ce moment-là de leur dire laissez tomber les étapes intermédiaires, allez d'abord au cratère, c'est ça qui est le plus important, allez d'abord au plus loin et vous ferez le reste sur le retour. Donc il y a eu, si vous voulez, j'ai appelé ça le temps des erreurs, il y a eu quelques erreurs qui ont été commises, sans doute par les astronautes, mais sans doute aussi par le staff à Houston, mais c'est naturel, c'est comme ça qu'on apprend, c'est la première fois qu'on explore un autre monde, et on apprend souvent en faisant des erreurs. Dans la salle de contrôle d'Apollo 14, il y a cet homme qui s'appelle David Scott, qui lui est fondu de géologie, et qui dit ça ne se passera pas comme ça dans ma mission, d'autant qu'il a ce que vous voyez là, une superbe voiture pour se déplacer, ça c'est sur Terre évidemment à l'entraînement, avec son coéquipier Jamie Irwin, et en juillet 1971, fin juillet, début août, donc c'était exactement il y a 48 ans, je crois qu'au moment où nous parlons, les astronautes étaient encore en mission à cette époque-là, il y a 48 ans. David Scott, on lui propose de choisir 2 sites d'atterrissage,
un avec des petites collines qui sont sans doute des petits volcans, mais ce n'était pas très spectaculaire. Lui, il choisit cet endroit et il choisit d'aller se poser là. Enfin, c'est pas lui qui choisit, mais c'était l'objectif scientifique le plus intéressant. Alors, ces montagnes que vous voyez tout autour, celle-là, c'est le mont Adlai qui mesure 4500 mètres de sa base jusqu'au sommet, et celle-là, c'est le mont Adlai Delta qui mesure 3500 mètres de sa base jusqu'au sommet. Là, vous avez un fleuve, mais ce n'est pas un fleuve, c'est un ancien fleuve de lave, une ancienne coulée de lave. Ça, c'est une plaine basaltique, et ces montagnes-là, en fait, sont les bords d'un cratère gigantesque qu'on appelle la mer des pluies. Et donc, on espère que dans ces montagnes-là, on va trouver des roches parmi les plus anciennes de la Lune. Donc, c'est le but de la mission Apollo 15. Apollo 15, vous avez vu, il y a une voiture. Ça veut dire que le LEM est plus puissant. La fusée Saturne V est plus puissante. Le LEM a une autonomie plus grande. Donc, on va rester 3 jours et 3 nuits. Les scaphandres sont plus souples. Et leur autonomie est de 7 à 8 heures environ. Donc, multiplié par 2 par rapport aux missions précédentes. Alors, je passe rapidement, il faut aller vite quand même. Voilà la Jeep en action, et vous avez remarqué peut-être qu'il y a là une parabole. Alors, cette parabole, elle sert à communiquer avec la Terre. Elle est reliée directement à cette caméra, qui est une caméra de télévision en couleur, de très bonne définition, ce qui veut dire que, contrairement à Apollo 14, quand les astronautes vont s'éloigner du LEM, ils vont s'éloigner avec la Jeep. Une fois qu'ils auront garé la Jeep, ils orienteront l'antenne, et la caméra pourra être activée depuis la Terre par un opérateur qui pourra l'orienter, faire des travelling ou faire des zooms et mener ses propres explorations. Il y aura un troisième astronaute avec eux, en quelque sorte, virtuellement. Et on pourra suivre aussi leurs évolutions où qu'ils soient. Dès la première sortie, on va au plus loin, on va faire un tour près de ce fleuve de lave. Là, vous voyez Jim Irwin à côté de la Jeep qui est garée là. Et on a aussi en matériel photo des objectifs plus intéressants. Par exemple, là, c'est avec le 60 mm habituel. Vous voyez cette petite région-là, eh bien, elle a été observée avec le 500 mm, un tel objectif qui permet de voir ces cailloux qui sont au fond. Et chacune de ces roches environ fait une dizaine de mètres de haut, donc c'est la taille d'une maison à peu près. Donc on a, vous voyez, un paysage qui est autrement plus spectaculaire que sur les missions précédentes. Quand je parle spectaculaire, voilà un peu un panorama qui a été assemblé. On voit les traces du rover, c'est lors de la deuxième sortie. Le LEM est posé quelque part par là. Là, on voit l'ancien fleuve de lave. Ici, on est sur les pentes du mont Adlai Delta. Et en face, on a le mont Adlai qui mesure 4500 mètres de haut. Et ça donne lieu, avec l'objectif de 500 mm, à ce que je considère comme une des plus belles photos du programme Apollo, bien qu'il n'y ait pas d'astronaute dessus. On voit le LEM qui est là, tout seul, à 5 km. On voit ici la trace de sa rétrofusée au moment où il s'est posé, puisqu'il est arrivé par là. On voit la station scientifique, et puis on voit ce petit élément humain qui est tout petit au milieu de ces cratères d'impact. Avec l'effet téléobjectif, évidemment, ça donne un relief saisissant. Ouais, je vais passer sur cette vidéo. Simplement, les astronautes sont sur le bord. Là, il y a une anecdote assez croustillante à raconter. Ils sont sur le bord de cette montagne Adlai Delta. Là, c'est quand ils sont garés, vous voyez, ça donne la pente, puisque j'ai remis par rapport à l'horizon pour qu'il soit plat. Ça c'est une vidéo issue d'une caméra 16 mm. Donc ils sont garés sur une pente comme ça. Ils n'arrivent pas à orienter l'antenne tellement c'est en pente vers la Terre. Et finalement, David Scott dit « je vais me garer ailleurs » parce qu'il se rend bien compte que c'est tellement en pente que son coéquipier ne pourra pas remonter à bord de la voiture. Donc il décide d'aller en dessous de ce rocher que vous voyez là. Pour cela, il fait la première marche arrière de l'histoire de la Lune. Évidemment, à Houston, on n'est pas au courant, on pense qu'il fait un petit S comme ça, mais en fait, sans rétroviseur et avec le casque qui ne bouge pas, c'était quand même pas facile, surtout sur une pente glissante comme ça. Quand il se gare, il descend et il s'aperçoit que le rover commence à glisser comme ça. Il le retient et il appelle son équipier en disant « tu peux venir m'aider pour le caler ». L'autre lui dit « ah oui, tu as peur de perdre le rover ». Et à Houston, il faut imaginer qu'on est en audio uniquement, il n'y a pas d'image. Donc on les entend deviser joyeusement sur le fait qu'ils vont perdre le rover alors qu'ils sont quand même à 4,5 km du LEM. Tout va bien. Irwin arrive, il prend la place que lui assigne Scott et il se met là. Et alors là, Scott, lui, ce qu'il voulait, c'était aller voir ce rocher parce qu'il était content avec la géologie. Donc il fait ses photos et cette photo, elle est là pour renseigner le rocher.
Mais il se trouve qu'en arrière-plan, on voit le rover avec une roue qui ne touche même pas le sol d'ailleurs. Et on voit Irwin qui est en dessous. La pente, elle va vers là-bas. Et en fait, Irwin, il est là, il tient le rover pour pas qu'il glisse dans la pente. Personne ne sait ça, évidemment, à Houston, mais ça, quand je vous parlais d'aventure, vous voyez, il y a des petites anecdotes qui font un peu rigoler. Mais à l'époque, on leur dit, le Capcom leur dit, soyez quand même prudents. Bon, ça glisse beaucoup, mais... Alors, voilà la scène vue sous un autre angle. Ça, c'est après, quand ils sont redescendus. Ils étaient garés là, vous voyez le rocher en face de la flèche. Pour repartir, c'est tellement en pente que Scott arrivait à monter sur le rover est descendu un peu plus bas, quelque part par là. Son équipier est revenu le rejoindre à pied, à un endroit où c'était un peu plus plat, où il pouvait monter et boucler sa ceinture pour ne pas être éjecté du rover. Et vous voyez par là les traces de roues. Et alors le stop suivant est très intéressant pour eux parce qu'ils voient ce petit caillou, cette espèce de dé, là, comme ça. Et là, ils sont contents parce que Scott s'écrit, c'est ceux que nous sommes venus chercher. Et ceux qui sont venus chercher, c'est des morceaux, une roche qu'on appelle l'anorthosite, qui est censée être de la croûte primitive de la Lune. En tout cas, c'est ce qu'on croit à l'époque. Et ce caillou est effectivement très ancien. Il n'est pas aussi ancien qu'il l'aurait souhaité. Ce n'est pas la croûte tout à fait primitive, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui raconte un bout de l'histoire de la Lune. Et vous savez comment sont les journalistes. S'empresseront de titrer que c'est la roche de la Genèse. Voilà, comme ça, on le retient. Apollo 15, on croit toujours que c'est la roche la plus vieille qui a été ramassée, parce qu'il y a eu ce titre de roche de la Genèse. En fait, je crois que les roches les plus anciennes ont été ramassées par Apollo 14, mais enfin, tous les échantillons n'étant pas encore analysés, il y a peut-être des surprises dans les différents sacs. Je vous passe ça. Donc, dernière sortie, c'est la première fois que les astronautes s'approchent de ce fleuve de lave et qu'ils ramassent ce que les scientifiques appellent des roches en place, c'est-à-dire que jusque-là, tout ce que les astronautes ramassent sur la Lune, ce sont des roches fondues, mélangées, cassées, concassées par des astéroïdes qui ont été éjectés, qui en fait qui sont pas formés là. Et là, on est sur une plaine de lave et sur les parois, le début des parois de ce fleuve de lave, il y a des petites strates et c'est les premières et les seules roches en place que les astronautes ramasseront au cours de tout le programme Apollo. Là, c'est le mont Hadley Delta. Vous voyez, tout à l'heure, enfin, la mission précédente, ils étaient là. C'est là où ils se sont mis en difficulté. Voilà, je passe rapidement. Simplement, allez, on va se faire plaisir avec une petite vidéo quand même. David Scott voulait placer l'exploration à son sommet. Il est arrivé avec un superbe site d'atterrissage et il voulait aussi, avant de partir, lors de la fin de la troisième sortie, et marquer du saut de la science sa mission. Pour cela, il avait emporté une plume de et avec le marteau des géologues qui ne va plus avoir aucune utilité puisqu'ils vont le laisser sur la Lune. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. Voilà, ça marche parfaitement. Scott voulait ramener la plume et a marché dessus. Mais vous riez, mais les astronautes ne pouvaient pas voir leurs pieds. Et par exemple, lors de la mission Apollo 11, à plusieurs reprises, Neil Armstrong s'est pris les pieds dans le câble de la caméra de télévision. Et il n'y a pas de Wi-Fi à l'époque. Et le câble de la caméra de télévision, s'il avait été arraché, eh bien la retransmission télévisée, dont on a vu des extraits tout à l'heure, se serait arrêtée aussi net. On aurait eu de la radio aussi pour Apollo 11. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois. John s'est pris le pied dans le câble et il l'a arraché et l'instrument était cassé. Là, je vous montre... Houston, while you're looking that up, you might recognize what I have in my hand as the handle for the contingency sample return. It just so happens to have a genuine fix iron on the bottom of it. In my left hand, I have a little white pellet that's familiar to millions of Americans. I'll drop it down. Unfortunately, the scissors are stiff. I can't do this with two hands, but I'm going to try
Il lui a fixé une fer 7 au sommet. Donc, voilà, il a voulu faire le premier drive sur la Lune. Alors là, il va peut-être la montre, la balle n'est pas allée très loin. They got more dirt than ball that side. More dirt than ball, here we go again. That looked like a slice to me, Al. There we go. Three to die, one more. Miles and miles and miles. Very good, Al. Aller très loin. Mais cette image-là, ces 3 minutes, vous voyez la différence entre Apollo 15 où on met la science en avant et là où on met finalement l'amusement personnel, ça a beaucoup joué contre l'équipage d'Apollo 14. Je vais rapidement terminer avec les 2 dernières missions, puisque j'ai appelé ça l'excès de confiance. Apollo 16, où on se pose dans les hautes terres, celles qui sont blanches sur la Lune, enfin plus claires, vous savez, par rapport aux mers, donc un peu plus vallonné, on le voit, le paysage est plus vallonné. Au passage, pour tous ceux que ça intéresse, ce truc-là, là, à l'ombre du LEM, c'est un télescope, c'est une sorte d'Obson. C'est un télescope, une caméra UV qui était là pour regarder la Terre, pour regarder 2-3 cibles dans le ciel, genre Andromède, quelque chose comme ça, et aussi pour regarder cette montagne, parce qu'on pensait que c'était intéressant de voir les rayons UV venant de cette montagne. Donc l'excès de confiance, pourquoi? Parce que malheureusement, lors d'Apollo 14, la caméra qui était censée photographier ce site à haute résolution n'a pas marché, et l'astronaute qui était chargé de ça s'est pas découragé pour autant, il a fait ça avec un téléobjectif. Bref, la résolution à l'époque n'était pas suffisante pour bien voir les choses, pour faire ce qu'on appelle de la géomorphologie, c'est-à-dire d'interpréter le paysage à partir simplement de photos sans y aller. Et du coup, les scientifiques à l'époque pensaient qu'ils se trouvaient là au confluent de 2 régions volcaniques qui étaient peut-être les volcans primitifs de la Lune. On cherchait une sorte de volcanisme sur la Lune. Et donc on était parti avec cette idée. Et voilà, je passe rapidement là-dessus. Cette photo-là qui est issue de la caméra de télévision, ce sont des gens qui, depuis la Terre, disent ramasse cette pierre à Charlie Duke, qui est là, qui est obligé de s'agenouiller. Au passage, depuis la Terre, ils ne se rendent pas compte que c'est gros comme un ballon de basket. Donc lui, ça ne rentre pas dans l'appel, il est obligé de se mettre à genoux au bord d'un cratère. Il dit, je ne vais pas tomber dedans quand même, mais faites attention. Donc il ramasse cette pierre parce que depuis la caméra de télévision, les scientifiques pensent que ça peut être quelque chose de volcanique. Or, les astronautes, quand ils arrivent sur ce site, ils voient tout sauf des roches volcaniques. Ils voient ce qu'on appelle des brèches d'impact, c'est-à-dire des tas de conglomérats de roches fondues dues à des impacts. Mais ils ne voient absolument rien de volcanique local en tout cas. Alors, c'est au cours de cette mission, on se fait plaisir encore, qu'on filme pour la première fois en 16 mm, pour la première et pour la seule fois, le rover en train de rouler sur la Lune. Je vais parler de cette Jeep lunaire. Et là, c'est Charlie Duke qui tient la caméra 16 mm. Vous voyez que ça a été recadré par des amateurs, donc il y a une espèce de stabilisation a posteriori, puisque le cadre bouge, mais finalement l'image est assez souple. Et là, Charlie Duke, qui est le plus jeune des Moonwalkers, 36 ans, crie à John Young, qui est au volant, vas-y, lâche les chevaux un peu, fonce. John Young est resté prudent, quand même, il est allé qu'à 10 km à l'heure. Donc là, il roule à 10 km à l'heure. Mais vous voyez qu'en gravité réduite, ça suffit déjà pour soulever pas mal de poussière, pour faire des petits dérapages et pour finalement bien s'amuser. Donc grâce à ce rover, alors ça c'était une séquence qui a été tournée spécialement pour les ingénieurs, pour qu'ils voient comment leur bébé fonctionne sur la Lune. Et ça, c'est des images toujours de caméra 16 mm qui a été également stabilisées après coup, parce que sinon ça tremble beaucoup, pendant que le rover roule sur la Lune. C'est belle qualité et c'est assez fantastique. Là, c'est quand les astronautes montent sur une colline, c'est eux qui ont fait le plus gros dénivelé, environ 140 mètres, je crois, de dénivelé. Voilà les paysages qu'ils ont vus. Vous voyez que ça a quand même beaucoup changé par rapport à Apollo 11 et 12. Mais là, avec le rover, on s'éloigne à 4-5 km et on a
des panoramas incroyables. Par exemple ici, vous voyez, le LEM, il est là, c'est le petit point qui est au bout de la flèche, il est à 5 km, et Charlie Duke n'arrête pas de crier dans son micro, tellement il est enthousiaste. Passons sur la fin de la mission Apollo 16. Ah oui, tiens, on va s'amuser un peu. 1972, année olympique. Donc il reste 3 minutes, encore une fois, à la fin de la troisième sortie. Charlie Duke, avec du collecteur de vent solaire. Lui aussi est content comme Shepard, mais en fait on voit sur les images qu'il est pour lancer sur la Lune. Et puis je vais vous montrer aussi une séquence qu'on a rarement vue, c'est l'épreuve de saut en hauteur. En fait, ça va être plutôt la détente verticale. Vous attendez pas à voir Fosbury, on voit John Young, qui s'amuse bien, et qui établit un premier record à 75 cm de hauteur. Et comme Charlie Duke est plus jeune et plus souple, évidemment, le record qui est établi, il faut qu'il soit battu. Mais Charlie Duke, c'est pas vraiment échauffé. Alors, regardez bien. Regardez bien. Maintenant. Alors là, c'était presque du Fosbury. Et oui, ça vous fait rigoler, mais lui, à ce moment-là, son cœur s'est arrêté. Parce qu'il a été déséquilibré par son sac à dos, qui pèse quand même pas mal de kilos, et il est retombé dessus. Et il s'est dit à ce moment-là, je me suis tué. Bon, il a battu le record, 81 cm. Mais ça montre que dans un milieu hostile comme ça, il ne faut pas faire de bêtises quand même. Même quand on s'amuse, on relâche sa vigilance et ça peut être dangereux. Donc attention aux prochains explorateurs de la Lune. Bon, ça c'est le site, j'y reviens pas. Apollo 17, décembre 1972, la dernière carte. La dernière carte, c'est lui, c'est Harrison Schmitt. Et Harrison Schmitt, il n'était initialement pas dans l'équipage. Gene Cernan avait son copain Joe Engle qui devait l'accompagner sur la Lune. La NASA a imposé, Joe Engle est déposé sur Terre et Harrison Schmitt prend sa place parce que Harrison Schmitt c'est le seul qui est géologue, qui est scientifique parmi tous les astronautes, les 12 astronautes qui auront marché sur la Lune jusqu'à cette date de décembre 1972. Et il fallait quand même faire ce cadeau parce qu'il a suivi toute la formation et puis sur place, avec le temps limité, il a sans doute un œil plus exercé que les autres astronautes qui même, comme David Scott, s'ils se sont beaucoup intéressés, je crois qu'il a même obtenu une maîtrise en géologie, eh bien, ils ne sont quand même pas des professionnels. Donc là, il y en a un qui a les compétences de pilote en plus, donc on l'envoie sur la Lune. Et quand je dis que c'est la dernière carte, c'est aussi la dernière carte parce que on choisit, il ne nous reste qu'une mission, donc on essaie de commencer à se poser précisément. On va se poser ici. On va être à proximité de plein de choses intéressantes. Tous ces cratères-là, il y a des cratères d'impact bien entendu, mais certains, je crois que c'est Shorty cratère, on pense que c'est peut-être un cratère d'origine volcanique. Vous savez, juste avant 1969, il y avait encore beaucoup de théories sur le volcanisme de la Lune. C'est-à-dire ce qu'on sait être aujourd'hui des cratères d'impact, à l'époque, beaucoup de gens très sérieux pensaient que c'était peut-être la manifestation d'un volcanisme important. Donc ça perdure encore en 1972. Donc on cherche encore des volcans sur la Lune. Alors il y en a, hein, mais ils n'ont pas la tête qu'on pensait, c'est pas l'image idéale du volcan tel qu'on la connaît sur Terre. Ici, il y a une espèce d'escarpement lobé bizarre que les astronautes vont pouvoir aller voir. Il y a un massif ici avec cet endroit-là qui est un peu plus blanc. On pense que c'est une avalanche qui a peut-être été causée par un éjectat d'un cratère qui s'appelle Tycho qui se trouve un peu plus loin. Donc peut-être qu'on va pouvoir récupérer du matériau de Tycho. Du coup, c'est ce qui va être fait. Et c'est comme ça aussi qu'on datera Tycho, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est plus récent, que c'est de l'ordre de 100 millions d'années, me semble-t-il. Bref, on a un endroit multiple avec ici, au numéro 6, un rocher qui a roulé de la montagne. Bon, on essaie de faire, si vous voulez, le meilleur compromis avec le dernier coup qui reste à jouer. Première sortie dans l'espace, sur la Lune, installation de la station scientifique. Je m'attarde 2-3 minutes là-dessus. Ce truc bizarre là, en fait, j'avais pas eu conscience de son existence. C'est une espèce de balance ultra précise.
En fait, c'est un détecteur d'ondes gravitationnelles. Vous en avez déjà entendu parler, vous en entendrez peut-être parler ici avec d'autres conférenciers. Les ondes gravitationnelles ont été découvertes qu'en 2015 grâce à 2 observatoires ultra précis se trouvant sur Terre. Or, en décembre 1972, il y avait quand même des physiciens qui avaient mis au point ce dispositif qui existait aussi sur Terre. Ils pensaient comme ça pouvoir enregistrer à distance les passages de ces déformations de l'espace-temps. Mais une fois sur place, en fait, Harrison Schmitt, qui était chargé de le développer, enfin de l'installer, lui, il n'aimait pas ça parce qu'il était géologue et il voulait vraiment passer son temps à ramasser des cailloux et à explorer. Et il pensait que c'était du temps perdu. Donc on lui demande d'infinies précautions pour installer ce dispositif, ce qu'il fait. Et puis au bout de la 2e sortie, on lui dit qu'il va quand même falloir aller le revoir parce que d'après les datas qu'on reçoit, ça n'a pas l'air de fonctionner très bien. Alors, on commence presque à insinuer qu'il l'a mal installé. Et au cours de la 3e sortie sur la Lune, on lui dit d'aller le voir et de tapoter un peu l'instrument. Alors là, il dit, mais vous êtes sûr, parce que vous m'avez demandé de faire très attention quand même. Il tapote, les données ne sont pas meilleures. On lui dit, vas-y, secoue-le vraiment. On lui donne des coups de pied, et en fait, ça ne marche pas. Et en réalité, l'instrument était mal conçu. Et ça rappelle un peu l'histoire du télescope Hubble. Et les gens qui l'avaient conçu ne voulaient pas que les astronautes s'entraînent à le déployer sur Terre de peur qu'ils le cassent. Donc ils étaient certains de leur truc. Ils ont dit, vous y touchez pas, vous le déploierez sur la Lune uniquement. Du coup, la malfaçon n'a pas été détectée. Et du coup, ça a été un instrument non opérationnel qui a été déployé sur la Lune. Du reste, je me suis un peu renseigné. Ce truc-là, s'il avait marché, n'aurait pas pu détecter les ondes gravitationnelles, donc il n'y aurait pas eu de prix Nobel en 1972 pour la détection des ondes gravitationnelles. À l'époque, on ne savait pas encore l'ampleur de ces ondes-là, et là, il était à peu près 1000 fois moins sensible que ce qu'il aurait fallu pour pouvoir les détecter. Mais c'était un bel essai. Voilà, c'était l'anecdote d'Apollo 17. Gene Cernan est fasciné par la Terre qu'il voit depuis la Lune. Apollo 17 est un peu sur l'est, sur le bord est de la Lune. Du coup, la Terre n'est pas si haute dans le ciel. Et si vous vous placez sous un sommet comme ça, c'est cette montagne-là. Une montagne qui fait 1500 mètres de haut. Vous voyez, il y a la Jeep qui est garée ici, avec ce caillou-là. Quand on s'approche, ça donne ça. Et ça, c'est le sommet de la montagne. Eh bien, vous pouvez avoir la Terre dans le champ en même temps que le paysage lunaire. C'est ce qu'a essayé de faire Gene Cernan ici. Je pense que la Terre est juste en dessous, en dehors du champ. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut savoir que les astronautes n'avaient pas de viseur. Ils tiraient un peu au jugé. Avec le casque, c'était impossible de viser. Donc, ils visaient comme ça, comme ils pouvaient. Et il a quand même réussi à photographier la Terre de loin. Il trouvait ça fantastique. Harrison Schmitt, je ne sais pas s'il blaguait ou pas, mais chaque fois que Cernan lui disait « Regarde comme elle est fantastique la Terre », il lui répondait « Oh, quand tu en as vu une, tu les as toutes vues ». Alors, je ne sais pas ce que ça signifiait, mais en tout cas, il faisait le blasé. Je vous parlais tout à l'heure de l'espèce d'escarpement lobé. Ben, le voilà, cette pente-là. Certains d'entre vous sont peut-être astronomes amateurs et connaissent le mur droit sur la Lune, cette espèce d'entaille qu'on voit sur le bord de la... C'est quoi? C'est la mer des pluies, la mer des nectars, quelque chose comme ça. En fait, c'est pas une falaise, évidemment. Quand le soleil est bas, ça fait une ombre portée, mais c'est ce genre de choses. Et on sait depuis quelques années qu'il s'agit en fait de la manifestation du fait que la Lune s'est contractée. Et donc ça a chevauché un peu comme ça. C'est la contraction lunaire. Harrison Schmitt s'est beaucoup excité avec cet endroit-là, qui se trouve là. Il a vu du sol orange. Il a relevé sa visière dorée pour bien voir la couleur. Et c'est le fameux cratère dont je vous disais qu'on pensait que ça pouvait être un volcan. Donc ils espéraient bien que tous ces trucs-là, noirs, c'était des éjectats volcaniques. En fait, c'est un cratère d'impact. Mais quand même, ce sol orange, c'est une manifestation volcanique, mais qui n'a rien à voir avec le cratère, qui était dans le sol basaltique de la vallée de Taurus-Littrow où se sont posés les astronautes. Voilà, quelques clichés pour terminer. Sur le rocher, vous savez, la station numéro 6, le rocher qui a roulé de la montagne, qui s'appellera le rocher de Tracy, en l'hommage d'une des filles de Gene Cernan. Et puis allez, un petit gadin pour terminer. Ah, je manquais. Yeah, Robert is seeing some
get done with that and I'll tell you what mag to change. Buzz Aldrin en train de marcher comme ça. Voilà, That's what I thought help Jack. Okay. sur une pente, j'ai mis des travers pour donner l'idée de la pente. Et voilà ce qui se passe quand on a un peu d'excès de confiance, puis se fait prendre par la pente. Voilà. Okay. Mais le matériel était solide et on avait extrêmement confiance à ce moment-là. Remind me to touch my camera too, will you? Don't forget to touch your camera. We'll keep track of that footage. On a eu plein sur l'émission Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17. Okay. Voilà, encore une vue distante du LEM, à 4 km et demi, des belles vues de la vallée de Torres-Gilitro et un géologue heureux parmi les pierres. Et on finit avec le décollage depuis la Lune. Vous savez, il y a la caméra. Okay, 1 minute, Houston. We're 50 seconds now and we're go. À distance. I hear you. Looking good here. Une fois que la Jeep est garée à 100 get that at mètres 30. du LEM, Okay. l'opérateur peut viser indépendamment le LEM puisqu'elle fonctionne sur les batteries du rover. Les astronautes sont remontés à bord et ils vont repartir. Quand je vous parlais du fait que l'étage inférieur restait, ça c'est l'étage inférieur du LEM. Ça va servir de base Camera's not going to run. pour cette Stop me partie holding it. inférieure qui est l'habitacle où se trouvent les deux Okay, astronautes. average speed 20 seconds. Là c'est une vue de la Ah, caméra 16 mm côté gauche. okay, let's get off. Forget the Qui va camera. montrer le sol Okay, 10 seconds. qui 4 sépare days, le push. décollage. Engine arm is down. Okay, I'm going to Et get the l'opérateur pro. avait une latence de 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Il pouvait suivre. X-side. Il avait programmé son mouvement pour pouvoir suivre le vaisseau dans le ciel. C'était pas évident avec une Good seule cover. heure de retard par rapport au moment où Okay, you have good thrust. on donnait la commande. Donc voilà, c'est la dernière mission. On est en décembre de 1962, il a pas Okay, 30 seconds. 308 your number. Stay coming through 1500 feet and H-dot looks good. monter en orbite, ils auront un message de la Maison Blanche qui laissera entendre que finalement, peut-être probablement avant la fin de ce siècle, le XXe siècle à l'époque, des hommes ne retourneraient pas sur la Lune. Harrison Schmitt en sera très fâché, mais finalement, c'était une prédiction assez juste. Alors toutes ces aventures dont je n'ai fait qu'effleurer la surface, je les raconte naturellement dans ce livre « Ils ont marché sur la Lune ». Et puis, il ne vous a pas échappé que j'étais aussi rédacteur en chef de Ciel et Espace, donc c'est le même gars qui a fait les deux trucs là. Et du coup, j'ai essayé d'être malin dans le Ciel et Espace, j'ai essayé de faire autre chose dans le livre. Donc en fait, vous ne pouvez pas acheter l'un sans l'autre, hein. C'est ça l'idée. Bon, il y en a un qui est moins cher que l'autre, mais il y a plus d'images dans l'autre, et donc on a raconté pas mal sur plus de 54 pages la mission Apollo 11 en grand détail évidemment, avec comment ont été prises toutes les photos, où vous avez été, des témoignages, et puis des histoires extraordinaires avec des témoins de tout le programme Apollo. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez acheter ce livre, je me ferai un plaisir de vous le signer. Merci beaucoup de votre attention.